Bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour cette session, pour cette période de cours du mardi, je vous propose la chose suivante. Je vous demande de prendre votre cahier et à la suite de la lecture linéaire de préparation à l'oral que vous avez pu effectuer sur Belle Amie de Maupassant, eh bien, je vais vous demander de prendre des notes, puisque là, je vous propose une correction de cet extrait, comme on n'avait pas eu le temps de le faire puisque j'avais vraiment insisté pour que vous ayez 2 périodes vendredi pour faire un travail de dissertation, eh bien, on a un petit peu reporté ça et puis c'est l'occasion aujourd'hui de vous proposer une correction. L'intérêt de ce format vidéo, c'est que vous pouvez mettre pause quand vous voulez, prendre des notes tranquillement. Vraiment, l'ensemble de la période est consacré à ça. Donc l'extrait que vous aviez à commenter est issu d'un roman qui s'appelle, donc un roman réaliste, Belle Amie de Maupassant, publié en 1885. C'est un roman qui se déroule à Paris au XIXe siècle et qui met en lumière, si vous voulez, l'ascension sociale de Georges Duroy, notamment grâce aux femmes. Donc Georges Duroy est un personnage ambitieux, c'est une forme d'arriviste insatiable, d'opportuniste et ce passage, en tout cas que vous aviez à commenter, se trouve précisément au dénouement de l'œuvre, lorsque Georges Duroy parvient à épouser Suzanne Walter par intérêt. Et le jour même de son mariage, il envisage de poursuivre sa relation avec Madame de Marelle. Derrière cette scène, on peut également y lire une forme de critique sociale de cette finalement bourgeoisie constamment obnubilée par la réussite sociale et l'argent. Les questions, les problématiques que l'on peut se poser, en tout cas sur cet extrait, j'en ai distingué 2 qui me semblent intéressantes et essentielles. Donc la première est la suivante. On peut se demander dans quelle mesure cet extrait a une dimension satirique. Pourquoi ? Parce que dans un premier temps, ici, Maupassant nous propose une satire, si vous voulez, de cette société de spectacle, entre guillemets, que constitue la société du XIXe siècle, et c'est un peu axé, obnubilé en tout cas par la notion d'artifice. Et deuxièmement, cet extrait a une dimension satirique puisqu'il montre aussi une société très très stéréotypée. Donc ça, c'est ma première problématique. On va plutôt partir de la deuxième, qui est la suivante. Donc on peut se demander quels sont les enjeux de l'hypocrisie du personnage dans cet extrait, puisque souvenez-vous, on a fait tout notre parcours associé se fonde autour de la notion d'hypocrisie. Donc pour répondre à cette question, j'aurais distingué 2 mouvements dans ce texte. Le premier mouvement de la ligne 1 à la ligne 21 et le deuxième mouvement du coup de la ligne 22 à la fin du texte. Le premier mouvement, selon moi, est construit comme une scène de théâtre avec les entrées, les sorties des personnages, les didascalies, les dialogues, d'une scène de théâtre de surcroît stéréotypée où éclate véritablement l'hypocrisie du personnage. Et le deuxième mouvement du texte, selon moi, montre véritablement le sacre, entre guillemets, de l'opportuniste, comme on pourrait parler par exemple du sacre de Napoléon. Donc le premier mouvement du texte, nous allons nous intéresser dans ce mouvement-là à cette scène de théâtre stéréotypée que nous propose Maupassant. Et à travers cette scène de théâtre, on voit véritablement Georges Duroy, l'homme hypocrite dans toute sa splendeur. L'extrait commence par le surnom en fait donné par la fille de Madame de Marelle à Georges Duroy, qui est Belle Amie, et ça renvoie, si vous voulez, tout de suite finalement d'une certaine manière à une forme d'hypocrisie du personnage. Belle Amie, à genoux à côté de Suzanne, avait baissé le front. Il se sentait en ce moment presque croyant, presque religieux. Vous avez ici, avec la répétition de l'adverbe presque, une marque d'ironie puisqu'on voit tout de suite finalement l'hypocrisie du personnage. Plein de reconnaissance pour la divinité qu'il avait ainsi favorisée, qui le traitait avec ses égards. Et sans savoir au juste à qui il s'adressait, il a remercié de son succès. Avec le terme succès, ici vous avez une forme de métaphore de la victoire qui renvoie à une conception guerrière de l'amour. Lorsque l'office fut terminé, il se redressa. Alors, c'est pas tout de suite perceptible, mais j'aimerais que vous soyez attentifs dans l'ensemble du texte à ce préfixe « re » qu'on appelle un préfixe itératif, c'est-à-dire qu'il marque, si vous voulez, la répétition.
Et on trouve vraiment beaucoup ce préfixe itératif dans le texte, notamment ligne 5, ligne 11, de la reprendre, ligne 16, reprend, toujours ligne 23, repris, retraversé, ligne 25, regagné, ligne 31, relevant. C'est intéressant puisque, d'une certaine manière, ça pourrait métaphoriser un petit peu cette idée que peut-être que cette ascension sociale, finalement, de Georges Duroy serait bloquée. Voilà. Donc, je reprends la ligne 5, lorsque l'office fut terminé, il se redressa et donnant le bras à sa femme, il passa dans la sacristie. Alors commença l'interminable défilé des assistants. Vous avez un adjectif profondément ironique ici, interminable, qui exprime potentiellement peut-être l'ennui, en fait, de Georges Duroy. Georges, affolé de joie, avec cette petite métaphore, affolé de joie, se croyait un roi qu'un peuple venait acclamer. Vous avez une véritable comparaison ici entre Georges Duroy et le roi. Donc comparaison qui dit d'une certaine manière son avidité de reconnaissance sociale. Et cette posture de supériorité dans laquelle il a du plaisir à être. Il serrait des mains, balbutiait des mots qui ne signifiaient rien, saluait, répondait aux compliments. Vous êtes bien aimable. Donc dans cette petite énumération, on voit aussi l'emploi avec des mains et des mots d'un déterminant ici impersonnel. Qu'est-ce que je raconte? Un déterminant. C'est pas un personnel, un déterminant indéfini, mon Dieu. Donc le déterminant indéfini des qui marque une certaine indifférence, des mains, des mots, et potentiellement quand il dit donc balbutier des mots qui ne signifient rien, ça montre véritablement la vacuité du langage. Le langage est vide en fait. Répondez aux compliments, vous êtes bien aimable. On est dans une phrase totalement stéréotypée qui marque un désir de complaisance du personnage, une espèce de politesse hypertrophiée exagérée qui est loin d'une forme de sincérité en fait. Soudain, il aperçut Madame de Marelle. Alors si on s'intéresse à l'onomastique, l'onomastique, l'apostrophe O-N-O-M-A-S-T-I-Q-U-E, c'est la science de l'étude des noms. Et souvent dans les romans, c'est intéressant de porter, de jeter un regard à l'onomastique. Et bien ici, Madame de Marelle, donc renvoie au jeu de la marelle. Vous savez, c'est ce jeu pratiqué par les enfants beaucoup plus jeunes que vous, généralement, vous avez une série de cases qui vont de la terre au ciel. Et là, totalement, Madame de Marelle, il y a un jeu ironique en fait sur son nom, puisque dans cette idée de Marelle, il y a aussi une forme d'idée d'ascension, et ça pourrait effectivement métaphoriser la volonté d'ascension sociale de Georges Duroy par les femmes. Soudain, il aperçut Madame de Marelle, et le souvenir de tous les baisers qu'il lui avait donnés, qu'elle lui avait rendus, le souvenir de toutes leurs caresses, de ses gentillesses, du son de sa voix, du goût de ses lèvres, lui fit passer dans le sang le désir brusque de la reprendre. Vous avez ici une énumération assez conséquente une énumération assez conséquente, même des effets un peu synesthésiques, en tout cas qui renvoient au souvenir sensuel que suscite ici la vue de Madame de Marelle. Elle était jolie, élégante, avec son air gamin et ses yeux vifs. Georges pensait quelle charmante maîtresse tout de même. Pareil, on est dans une phrase assez stéréotypée. Elle s'approcha un peu timide, un peu inquiète et lui tendit la main. Cette succession, si vous voulez aussi même, je dirais, ce rythme ternaire en tout cas, fonctionne peut-être un peu comme une didascalie au théâtre, vous voyez, qui indique les mouvements des personnages, qui donne des indications scéniques aussi sur le jeu d'acteur. Il la reçut dans la sienne et la garda. Alors il sentit l'appel discret de ses doigts de femme, la douce pression qui pardonne et reprend. On est dans une métaphore ici. Et lui-même, il a serré cette petite main comme pour dire « Je t'aime toujours, je suis à toi ». On est véritablement face, donc ici éclate l'hypocrisie du personnage, puisque il est dans une situation où son moi social, le fait qu'il soit un mariage, son propre mariage en fait, est en opposition avec son moi intime qui, à la vue de Madame de Marelle, lui montre la contradiction de ses sentiments en fait. Leurs yeux se rencontrèrent, vous avez une petite synecdoque ici avec leurs yeux se rencontrèrent, donc on a vraiment l'emphase sur leur regard.
souriant, brillant, plein d'amour. Elle murmura de sa voix gracieuse « À bientôt, monsieur ». Il répondit gaiement « À bientôt, madame ». Vous avez ici des réponses, du dialogue qui fonctionne autour d'un parallélisme et qui est pareil, qui est totalement, si vous voulez, navré, qui est totalement stéréotypé. Et elle s'éloigna. Donc on a véritablement dans ce premier mouvement du texte une première partie en tout cas d'extrait qui est construit, si vous voulez, un peu comme une scène de théâtre stéréotypée qui marquerait véritablement l'éclatement de l'hypocrisie du personnage, puisqu'il y a un écart entre l'intensité des sentiments éprouvés ici pour Madame de Marelle et le masque qu'il porte, ce masque social, ce masque ici qu'il porte durant son mariage. Donc le deuxième mouvement du texte s'intéresse véritablement un peu à ce que j'ai appelé le sacre de l'opportuniste, son moment de gloire. Et il commence par la phrase suivante. D'autres personnes se poussaient, la foule coulait devant lui comme un fleuve. Vous avez une petite comparaison filée ici. Pourquoi est-elle filée? Puisque vous avez comme un fleuve et vous avez également le verbe couler. Donc la foule, elle est associée à quelque chose de massif, à la multitude, peut-être indifférenciée d'une certaine manière. Enfin, elle s'éclaircit, petite métaphore. Les derniers assistants partirent. Georges reprit le bras de Suzanne pour retraverser l'église. Vous avez de nouveau ces préfixes itératifs repris, retraversés. Elle était pleine de monde, ligne 25, on a de nouveau une insistance sur cet effet de foule, car chacun avait regagné sa place, je reviens sur ce préfixe itératif, afin de les voir passer ensemble. Donc on est dans, quand je parlais précédemment de société spectacle, c'est ça, c'est cette idée vraiment des badauds qui observent, qui regardent et qui font et qui exacerbent le fait que Georges Duroy est au centre de l'attention en fait. Il allait lentement, d'un pas calme, la tête haute. Donc, vous voyez, il y a quelque chose d'un peu sacré, comme une forme de cérémonie avec le pas calme, la tête haute, forme de dignité, les yeux fixés sur la grande baie ensoleillée de la porte. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'ensemble du texte, on passe également de l'ombre de l'église à la lumière éclatante. Et je pense qu'on peut y lire quelque chose d'assez symbolique, d'assez métaphorique aussi, et qui renvoie un peu à cette idée de sacre divin. Il sentait sur sa peau courir de longs frissons, ces frissons froids, petite allitération F, que donnent les immenses bonheurs. Il ne voyait personne, il ne pensait qu'à lui. Dans tout ce passage de la ligne 26 du coup à 28, vous avez une anaphore du pronom personnel sujet « il » placé du coup en début de phrase et qui montre vraiment l'aspect un peu égocentré en tout cas du personnage. C'est lui qui est au centre des préoccupations. Et c'est ce qu'on voit également à la ligne 28 avec l'emploi de la négation. Il ne voyait personne, il ne pensait qu'à lui, ne pensait qu'à lui. Vous avez une petite négation restrictive ici, qui montre aussi l'aspect un peu égoïste, si vous voulez, du personnage. Et d'ailleurs, dans « il ne voyait personne, il ne pensait qu'à lui », vous avez un alexandrin. Ça veut dire que ces deux phrases, si vous comptez les syllabes de ces deux phrases, on arrive à 12, sont construites autour de 12 syllabes. Une forme de lyrisme dans ce passage qu'on pourrait qualifier d'un peu égocentrique. Voilà. Lorsqu'il parvint sur le seuil, il aperçut la foule amassée, une foule noire, métaphore qui montre aussi la multitude, la densité de cette foule bruissante, ça convoque nos sens, venue là pour lui, pour Georges Duroy. Vous avez ici une forme de discours indirect libre, venu pour lui, pour Georges Duroy. Tout se passe comme si on entendait en fait ici le personnage, on entendait la pensée de ce personnage. On entendait, si vous voulez, Georges Duroy penser ça, se dire ils sont venus pour moi, tous ces gens. Donc une fois de plus, il a ce sentiment un peu vaniteux, de cette volonté de reconnaissance sociale, cette dimension un peu égocentrique. D'ailleurs, on notera également dans ce passage-là et dans son appellation le fait que il y a l'emploi de la particule du roi qui d'ailleurs, tout se passe un peu comme si tout d'un coup il faisait partie du sillage, il était dans le sillage de la royauté, voilà.
Le peuple de Paris le contemplait et l'enviait. Ici, vous avez une forme de rythme binaire avec ces deux verbes, le contempler et l'envier, qui marquent la réussite sociale et cette critique un peu d'une société spectacle qui observe, qui admire, mais quelque chose qui est construit sur de l'artifice, sur de la vacuité. Puis, relevant les yeux, préfixe itératif, il découvrit là-bas place de la Concorde, la chambre des députés, et il lui sembla qu'il allait faire un bond du portique de la Madeleine au portique navré du palais Bourbon. L'énumération, si vous voulez, ces différents lieux marquent aussi ici cette volonté d'ascension sociale. Et ce sentiment-là, avec l'emploi du verbe « il lui sembla ». Il descendit avec lenteur, donc précédemment, on avait donc ligne 26 d'un pas calme, ici avec lenteur. Il y a quelque chose dans la marche de ce personnage qui prend une dimension très sacrée, très cérémonieuse. Il descendit avec lenteur les marches du haut perron entre deux haies de spectateurs. Vous avez une métaphore ici qui montre aussi l'indifférence, enfin cette foule indifférenciée, ce sont deux haies, mais il ne les voyait point, négation, il ne les voyait point. Donc finalement il fait totalement abstraction de cette foule qui l'admire lui. Sa pensée maintenant revenait en arrière, contraste avec son pas qui lui va en avant, et devant ses yeux éblouis par l'éclatant soleil, donc nouvelle, on est de nouveau voilà, vous pouvez parler d'un petit champ lexical de la lumière si vous souhaitez, en tout cas d'une progression du texte de l'ombre de l'église vers la lumière, si vous voulez, du dehors des marches, flottait l'image, métaphore, de Madame de Marelle, donc d'une certaine manière, il est focalisé sur elle, rajustant en face de la glace les petits cheveux frisés de ses tempes, toujours défaits au sortir du lit. Donc cet extrait, d'une certaine manière, donc pour répondre à la question, cet extrait montre véritablement un personnage ici hypocrite, au sens où non seulement il est construit comme une scène de théâtre stéréotypé où éclate véritablement l'hypocrisie du personnage, mais dans un deuxième mouvement du texte, on assiste véritablement au sacre ici de l'opportuniste de Georges Duroy. On peut s'empêcher de mettre en parallèle ce texte, évidemment non seulement à Julien Sorel dans Le Rouge et le Noir de Stendhal, mais aussi un autre personnage de la littérature française réaliste, donc du 19e, qui est Eugène de Rastignac dans Le Père Goriot de Balzac, et où véritablement il défie à la fin de l'œuvre la ville de Paris. Donc il s'adresse à Paris en disant, entre guillemets, à nous deux maintenant. Or ici, dans l'extrait que je viens de commenter, cette fin n'aboutit pas forcément à l'écriture d'un nouveau roman, comme le suggérerait en fait la fin du Père Goriot. Alors, on peut se demander, est-ce qu'on est ici dans une forme de pessimisme? Est-ce qu'on est dans cette idée finalement que l'ambition ne mènerait à rien? Voilà.